Alors, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde sur le devoir de vigilance des entreprises que nous avons eu le plaisir de coordonner avec Tatiana Sachs et avec l'appui du GIS Eurolab, avec l'appui d'Héloïse Roll et sur invitation d'Antoine Vaucher, qui coordonne le GIS Eurolab, dans le cycle de débats qui s'appelle « Débat et controverses » et dont l'idée est de réunir autour d'une table des chercheurs, des acteurs associatifs, parfois des acteurs politiques, pour réfléchir et approfondir à partir de questions d'actualité qui touchent aux politiques européennes. Alors, dans notre cas, l'actualité a effectivement été très riche ces dernières semaines. Alors, vous avez sans doute vu dans la presse, déjà sur le point de l'actualité législative, que le 1er juin, le Parlement européen a adopté sa position sur le projet de directive sur le devoir de vigilance. Le Parlement a donc adopté ses amendements sur la proposition de la Commission européenne qui avait été publiée il y a plus d'un an, en février 2022, et que donc, à partir de ce moment-là, a été franchi un autre cap important dans la procédure qui peut mener donc à l'adoption d'une directive européenne sur le devoir de vigilance. Le Conseil a déjà pris sa position en décembre dernier, et nous aurons donc l'occasion de revenir aussi et d'approfondir sur ces négociations très longues autour de la directive elle-même, mais aussi sur tout le processus qui dure maintenant depuis plus d'une décennie de mobilisation des associations, de syndicats, des acteurs politiques au niveau européen pour qu'une telle directive puisse être inscrite sur l'agenda européen. Il y a 10 ans, ce n'était pas gagné du tout et ça faisait encore plutôt partie du discours ou des points soulevés par des ONG, mais on ne parlait pas encore vraiment d'une législation européenne sur le devoir de vigilance. L'actualité a aussi été très dense du côté des cas concrets liés au devoir de vigilance. Alors, un des cas qui a marqué les esprits et qui a, disent certains, accéléré aussi les choses pour que l'on en arrive là, le cas de l'effondrement de l'immeuble Rana Plaza au Bangladesh, a fêté, entre guillemets, un triste anniversaire, le 10e anniversaire, en avril cette année. Rana Plaza, donc une usine textile au Bangladesh, dont l'effondrement a causé la mort de plus de 1100 personnes. En mai, il y a quelques semaines, vous avez sans doute aussi suivi les mobilisations autour de l'Assemblée générale de Total, des tentatives à la fois de bloquer l'Assemblée générale, des mobilisations de certains actionnaires sur les questions d'engagement climatique. Précisément, de Total, sur la poursuite de certains projets gaziers et pétroliers, et donc des questions qui sont liées par ailleurs au devoir de vigilance. Et encore plus récemment, il y a une semaine exactement, la première audience dans l'affaire qui oppose Total, précisément, encore une fois, qui oppose Total à une coalition d'ONG et de 16 collectivités dans les villes de Paris et de New York. La première audience s'est tenue, ces ONG demandant que Total s'aligne qu'il aligne sa stratégie climat sur les accords de Paris. Donc là encore, une question de responsabilité d'une grande entreprise comme Total. Alors, il se trouve que l'actualité y est beaucoup liée, mais évidemment, le devoir de vigilance touche tous les secteurs de l'activité économique. Au-delà de cette actualité, pourquoi s'intéresser au devoir de vigilance? Alors, nous aurons l'occasion de creuser sur ce que c'est exactement le devoir de vigilance et sur aussi les ambiguïtés et les interprétations qu'il faudra encore attendre, qui devront être faites à partir de cas concrets. Mais pourquoi s'y intéresser?
Eh bien, entre autres choses, parce que c'est autour de ce dossier aussi que se négocie et que se renégocie ce dont les acteurs économiques doivent rendre compte non seulement à leurs actionnaires, mais au public et au pouvoir public. Donc, c'est quelque part un des terrains, et un des terrains parmi les plus intéressants, où se redéfinissent les critères légitimes par lesquels l'activité économique est jugée. Et donc renégocier sur le devoir de vigilance, la mesure dans laquelle, pour simplifier beaucoup bien sûr, l'entreprise est une chose publique aussi, et non seulement une chose privée. Et tout cela, évidemment, dans un contexte où de plus en plus on discute de la question de savoir quel est le pouvoir des États face à des acteurs économiques fortement mondialisés, où par ailleurs ces acteurs économiques mondialisés mettent les États en compétition sur leur politique fiscale, sur les avantages à l'investissement, sur les législations dans le domaine du travail, etc. etc. Donc, c'est aussi le devoir de vigilance, en tout cas en plus au niveau européen, est aussi une tentative de réguler et de façon inédite, puisque à travers la chaîne d'approvisionnement d'une entreprise, de réguler la gouvernance même d'une entreprise, ses choix, ses politiques. Et à travers le cas de la directive, on suit aussi ce que peut le droit européen sur ces questions-là. Nous avons la chance d'en discuter avec Tatiana Sachs, juriste, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Nanterre, Marion Lupin, juriste également, et qui représente cet après-midi la plus grande coalition d'ONG au niveau européen qui travaille sur le devoir de vigilance, entre autres choses, mais sur ce qu'on appelle Corporate Accountability, la coalition ECCJ, European Coalition for Corporate Justice, qui est non seulement la plus grande, mais une des plus anciennes aussi, qui a été créée en 2006 et qui est vraiment un des acteurs les plus importants sur ce dossier. Et Pauline Barraud de la Géry, sociologue et maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine. Alors, Dominique Potier, qui devait également être parmi nous, a malheureusement dû prendre d'autres engagements et n'a pas pu être présent à cause du fait d'un changement d'agenda de dernière minute. Donc, nous nous en excusons. Nous commencerons avec un point sur ce qu'est le devoir de vigilance à partir de la loi française qui a été pionnière sur ce dossier. C'est important donc de parler de toutes les de la mobilisation et de l'histoire, de la genèse de cette loi française qui a également joué un rôle important ensuite dans le processus au niveau européen. Pour ce faire, je vais passer donc d'abord la parole à Tatiana Sachs, qui pourra nous expliquer d'abord comment s'est construite cette irresponsabilité des entreprises multinationales à laquelle ont répondu les mobilisations demandant un devoir de vigilance, et puis qui a suivi de très près et dès ses débuts les tentatives de faire adopter une loi en France sur le devoir de vigilance. Voilà, c'est à toi, Tatiana. Merci. D'abord, je voulais remercier Antoine et Yana de m'avoir sollicité dans le cadre de ce cycle de conférences. Et donc, la tâche me revient de présenter assez rapidement ce qu'est le devoir de vigilance à la française, je dirais, puisque aujourd'hui se joue la question de l'acculturation du devoir de vigilance à d'autres systèmes juridiques. Et donc, c'est vrai que la loi française est pionnière et donc il me semble intéressant de revenir sur la genèse de cette loi, sur son ADN, je dirais, l'ADN du devoir de vigilance tel qu'il a été instauré par la loi française. Alors d'abord, en termes de genèse, Yana l'a dit, il faut avoir à l'esprit que l'initiative de
de cette loi revient aux ONG et aux députés. C'était une proposition de loi qui a été portée par 3 députés, dont Dominique Potier, qui aurait dû donc être avec nous. Les députés et les ONG qui ont vraiment travaillé de manière très étroite et ils ont connu des vents contraires assez forts. Et notamment, je tiens à le souligner, le gouvernement qui était alors en place et notamment le ministre de l'économie d'alors, qui était donc Emmanuel Macron. Pourquoi promouvoir une loi sur le devoir de vigilance? Parce qu'il y a un diagnostic qui, je pense, aujourd'hui est partagé par tous, qui est difficilement discutable. Un diagnostic que je résumerai en 2 points. Le fait qu'il y a une insuffisance des mécanismes de la responsabilité sociale des entreprises pour discipliner le pouvoir des multinationales. Ces mécanismes donc, de RSE sont insuffisants. Je n'ai pas le temps d'étayer ce diagnostic. Le deuxième point, c'est que le pouvoir des multinationales échappe à tout contrôle. Pourquoi? Parce qu'elles ont développé une ingénierie juridique qui leur permet d'échapper à toute responsabilité. Il y a 2 technologies juridiques principales. La première, c'est la fragmentation sociétaire des chaînes de valeur. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une chaîne de valeur ou une chaîne d'approvisionnement, et d'ailleurs, ce serait intéressant de revenir sur ce vocabulaire qui pour les juristes est un peu étrange et on n'a pas encore vraiment théorisé juridiquement ce que sont les chaînes de valeur ou les chaînes d'approvisionnement, même si on voit ce que c'est. Ce n'est pas encore une notion juridique qui a été très travaillée. Mais donc, ces chaînes de valeur sont fragmentées en plusieurs sociétés qui sont juridiquement autonomes, ce qui permet à la société principale, à la société dominante, de ne pas se voir imputer des dommages créés par ses filiales, ses sous-traitants ou ses fournisseurs, puisque le mécanisme de la responsabilité est indexé sur la personnalité morale. Donc, première technique, la fragmentation sociétaire. Deuxième technique, les entreprises se jouent des frontières nationales. Elles sont installées, la chaîne d'approvisionnement s'étend dans plusieurs pays, sur plusieurs continents, de sorte que les systèmes juridiques se trouvent démunis puisqu'ils ont souvent une assise nationale. 2 techniques donc, dont il résulte une irresponsabilité. Et donc, l'objectif de la loi sur le devoir de vigilance, c'était de responsabiliser les grandes entreprises, les multinationales, ces entreprises dominantes au sein d'une chaîne de valeur. Cet objectif de responsabilisation, il connaît 2 facettes. Et je pense que c'est très important d'avoir ça à l'esprit au regard de certaines argumentations qui se développent aujourd'hui. Le premier objectif, et je dis le premier parce qu'il a été chronologiquement premier, c'est de faciliter la réparation des préjudices créés par les membres de la chaîne de valeur. Donc, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que je crois que pour les ONG, ça a été vraiment le premier des objectifs. C'était de comment faire en sorte que les victimes, par exemple les victimes du Rana Plaza, soient dédommagées. Et cet objectif de responsabilité ex post se double d'un second objectif qui est une responsabilisation ex ante adossée à une logique de prévention. Et l'ADN, je pense, du dispositif français, c'est vraiment de lier les 2, de lier la responsabilité ex post et la responsabilisation ex ante. Et on essaiera de voir comment. Et disons-le d'emblée, au centre de ce lien entre responsabilisation ex ante et responsabilité ex post, il y a une figure qui est le juge. Et c'est là où, pour l'instant, peut-être, on n'a pas encore... l'effectivité de la loi pêche, mais on y reviendra. Moi, j'en dirai quelques mots et surtout Pauline
évoquera ce point. Alors j'arrive pas à défaire défiler le PowerPoint. Alors, face à pour achever cet objectif, pour atteindre cet objectif, il me semble que la loi sur le devoir de vigilance s'appuie d'abord sur le fait de reconnaître, et ça je pense que c'est important, reconnaître le pouvoir à l'intérieur des chaînes de valeur. C'est-à-dire que juridiquement, c'est important du point de vue du juriste, donc reconnaître juridiquement le pouvoir des sociétés dominantes. Et reconnaître ce pouvoir sans percer le voile, c'est-à-dire sans dire que la chaîne de valeur, c'est une et une seule entité juridique. Le droit respecte cette fragmentation sociétaire dont je parlais tout à l'heure, mais responsabilise l'entreprise dominante en raison du pouvoir qu'elle exerce sur d'autres entités de la chaîne de valeur. Donc, reconnaître le pouvoir sans percer le voile. Pour ce faire, la loi s'est montrée, le législateur s'est montré perméable aux normes de gestion qui étaient déjà en place au sein de ces chaînes de valeur. Et par exemple, la loi sur le devoir de vigilance, et notamment l'obligation d'établir un plan de vigilance, n'est pas étrangère aux pratiques déjà existantes dans les entreprises en termes de reporting, en termes de mise en place de certains codes de conduite, etc., etc. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que la loi sur le devoir de vigilance, elle est à la fois révolutionnaire et à la fois pas du tout. Elle n'est pas révolutionnaire parce qu'elle prend appui sur des pratiques déjà existantes dans les entreprises, mais elle est révolutionnaire, entre guillemets, elle est révolutionnaire parce qu'elle essaye de faire prolonger ces pratiques de gestion par une normativité juridique et notamment par des formes de responsabilité ex post. Et je pense que c'est ça qui fait la particularité de la loi française. Alors, je voudrais d'abord voir avec vous rapidement ce que recouvre le devoir de vigilance, rapidement évoquer ce qu'est le plan de vigilance, quelles sont les modalités de son contrôle et après, en 2 points, évoquer les perspectives. Je vais aller très vite. D'abord, les contours du devoir de vigilance. Alors, il s'agit d'abord d'identifier les débiteurs du devoir de vigilance. Qui doit être vigilant? Les débiteurs sont mentionnés à un article du Code de commerce, L225-102-4, peu importe. Il y a des critères d'effectifs. Il y a des critères d'effectifs pour déterminer les débiteurs. Sans entrer dans les détails, c'est aujourd'hui de très grandes entreprises qui sont visées. C'est seulement en France un critère d'effectif. Au niveau européen, il y a d'autres critères, notamment le critère du chiffre d'affaires, et on peut se demander si le critère des effectifs est un critère opportun, puisqu'on sait que certaines sociétés sont très puissantes en ayant des effectifs très réduits. Ensuite, quel est le domaine de la vigilance? Le domaine de la vigilance, ça c'est très important, ce sont les filiales, les sous-traitants et les fournisseurs avec lesquels il y a un lien d'affaires établi. Et c'est l'ensemble de ces 3 types de partenaires qui forment ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Pour établir, je reviens en 2 mots, pour identifier les débiteurs du devoir de vigilance, on a donc seulement le critère des effectifs. Et ce sont les ONG, dans le cadre du radar de la vigilance, qui ont dressé les listes des entreprises françaises qui sont soumises au devoir de vigilance. J'insiste sur ce rôle des ONG qui assurent cette veille et qui participent ainsi, grâce à leur instrument du radar de la vigilance, à l'effectivité de cette loi. J'insiste sur ce rôle parce qu'au niveau européen est prévu, nous y reviendrons, je pense, la mise en place d'autorités étatiques. Et donc, il conviendra de réfléchir et de comparer qu'est-ce qui est le plus opportun
une vigilance, je dirais, exercée par les ONG pour s'assurer qui est débiteur, qui ne l'est pas, ou une autorité étatique. C'est un débat, j'espère que nous aurons tout à l'heure, c'est un débat qui me semble très important. Alors ensuite, on a vu qui étaient les débiteurs, quel était le domaine de la vigilance, quels sont les droits protégés. Alors là, le texte dit qu'il s'agit d'atteintes graves envers les droits humains, les libertés fondamentales, la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. Alors, juste quelques petites remarques, des atteintes graves. Je pense que c'est une expression qui est importante parce que le devoir de vigilance ne porte pas sur le quotidien, par exemple, de l'application du droit du travail dans les filiales, chez les sous-traitants. Il s'agit ici de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'atteinte grave, donc d'atteinte à des droits fondamentaux. Ensuite, deuxième remarque, il s'agit de droits humains, de droits des travailleurs et de droits liés à l'environnement. D'accord ? Je pense que c'est ça le triptyque qu'il faut avoir en tête, droits humains. Et donc, on a par exemple l'exemple de Total Ouganda où Total a exproprié des personnes. Donc là, c'est les droits humains, droit de propriété qui est violé. On a des cas de droit du travail qui sont violés, et puis on a des cas de droit de l'environnement. C'est le triptyque. Et il est intéressant de se demander, alors en droit français, on n'a pas de liste de ce que recouvrent ces droits fondamentaux, et c'est au juge de déterminer quels sont ces droits fondamentaux. En droit de l'Union, nous le verrons, les perspectives sont un peu différentes. Alors, l'obligation de vigilance, elle consiste à élaborer un plan de vigilance. Ça, c'est le résultat d'années de discussions au Parlement. Il y a eu des versions antérieures où il était prévu que la vigilance le devoir de vigilance donnait lieu à une responsabilité pour risque, c'est-à-dire le fait qu'une personne subisse un dommage suffisait à engager la responsabilité. Évidemment, ce modèle de responsabilité a rencontré de très nombreuses oppositions et donc finalement, c'est cette forme-là de vigilance qui a été adoptée. Donc, les entreprises dominantes doivent élaborer un plan. Alors, pour élaborer ce plan, il faut impliquer, je cite le texte, les parties prenantes. Là encore, l'expression partie prenante témoigne de cette porosité du droit aux normes de gestion, puisque l'expression partie prenante n'est pas du tout usuelle en droit, mais le Conseil constitutionnel a tout à fait validé cette terminologie. Cette implication des parties prenantes n'est qu'une faculté, peut-être y reviendrons-nous à l'occasion du… Non, n'est qu'une faculté, ça n'est pas une obligation. Et on remarque que pour l'instant, cette implication est très faible. Il est intéressant de voir que pour l'instant, les représentants des travailleurs, en tout cas dans les entreprises françaises, ne se sont pas saisis de ce devoir de vigilance comme le texte le leur permet. Les textes non seulement sur le devoir de vigilance, mais aussi les textes de droit du travail, qui ne mentionnent pas explicitement le devoir de vigilance, mais par un croisement de textes, on peut savoir que les représentants des travailleurs, les représentants élus sont compétents. Alors, on pourrait réfléchir, puisqu'ici on a des politistes et pas des juristes, sur justement le rôle des syndicats, aussi bien dans l'élaboration, dans le processus d'adoption de la loi que dans sa mise en œuvre. Cette appropriation du devoir de vigilance par les syndicats reste à travailler, il me semble. Alors, le contenu du plan de vigilance, je ne vais pas reprendre tout ce qui est dans ce que dispose le texte, mais ce qui est important, c'est qu'il doit contenir une cartographie des risques et donc cette cartographie, elle doit être circonstanciée. Or, les études des ONG montrent que souvent, pour l'instant, cette cartographie reste assez formelle. Elle reste assez formelle et on peut penser qu'elle reste assez formelle parce que justement, il n'y a pas d'implication des parties prenantes. Ça, c'est une hypothèse. Doit reconnaître donc une cartographie des risques, des procédures d'évaluation et des mesures adaptées pour atténuer les risques. Peut-être pourra-t-on
y revenir, ce que dessine la loi, c'est un modus operandi. Comment il faut faire? Mais la loi ne dispose pas exactement les rubriques qu'il doit y avoir, etc. Il n'y a pas de décret d'application qui précise ce que doit contenir le plan. Là encore, je pense que dans la tête de ceux qui ont promu ce texte, ils comptaient sur le juge pour que le juge puisse, au fur et à mesure des contentieux, préciser qu'est-ce que c'est qu'un plan suffisant, qu'est-ce que c'est qu'un plan précis. Et on pourrait, ça fait écho à, par exemple, ce qu'il y a eu en matière de plan de sauvegarde de l'emploi, ou dans le langage courant, c'est ce qu'on appelle le plan social à l'occasion de restructuration d'entreprise, où là encore, le texte de loi est très bref. Et c'est le juge, au fur et à mesure des contentieux, qui est venu préciser ce que c'est qu'un plan social suffisant, ce que c'est qu'un plan de sauvegarde suffisant. Le plan doit aussi contenir des mécanismes pour s'assurer de sa mise en œuvre. Et c'est donc les points 4 et 5, des mécanismes d'alerte et de recueil des signalements et des dispositifs de suivi des mesures. C'est peut-être là la richesse aussi du devoir de vigilance, c'est de prévoir dans le plan les modalités du contrôle de sa mise en œuvre. J'en viens justement au contrôle. Il y a deux types de contrôle que prévoit le dispositif. Le contrôle interne, ce que j'appellerais le contrôle interne, grâce aux lanceurs d'alerte. Et j'insiste sur ce point-là encore, puisque c'est l'importance donnée à ce contrôle interne qui justifie le fait que le plan doit être public et publié. Et c'est d'ailleurs ce qu'a retenu le Conseil constitutionnel, puisque les entreprises ont fait valoir, le MEDEF a fait valoir que l'obligation de publication était portée atteinte à la liberté d'entreprendre. Et le Conseil constitutionnel a bien mis en avant que la publication du plan faisait vraiment partie de la logique du dispositif, était nécessaire à la logique du dispositif, puisque c'est ce qui permettait l'alerte. Et puis, il y a le processus de contrôle externe par le juge qui se déroule en plusieurs étapes. Je ne vais pas revenir sur ces étapes, même si elles ont été fortement discutées dans le cadre du procès Total Ouganda. Mais peut-être, je voudrais souligner que ce contrôle externe, il a été conçu comme la condition vraiment de l'effectivité de la vigilance, à double titre. D'abord, l'effectivité pour permettre donc aux parties de saisir les juges, mais aussi l'effectivité parce qu'on compte sur le juge pour donner une consistance à la vigilance. Donc, on compte sur le juge pour trancher des litiges, mais on compte aussi sur le juge pour faire jurisprudence, pour donner un sens à la vigilance. Et aujourd'hui, c'est ce qui manque pour l'instant. Et c'est un des constats, donc j'en arrive au bilan, c'est un des constats qu'on peut dresser, c'est que si on regarde les bilans faits par les ONG, et donc sur les contenus des plans, on peut voir que même s'il y a une amélioration des contenus des plans, ces plans restent pour l'instant assez formels. Et alors, comme je vous l'ai dit plusieurs fois lors de cette présentation, on comptait aussi sur le juge pour donner la consistance à la vigilance. Et là encore, au bout de 6 ans, puisque la loi a été adoptée en 2017, on est un peu déçus. On est un peu déçus, mais alors il y a des raisons à cela. D'abord, il y a eu plusieurs années de bataille pour déterminer le juge compétent. S'agissait-il du juge commercial ou du juge de droit commun? Évidemment, les entreprises voulaient que ce soit les entreprises, le MEDEF en particulier, la FEP-MEDEF voulait que ce soit le juge commercial qui sera plus sensible aux difficultés des entreprises à mettre en œuvre le devoir de vigilance, et les ONG ont milité et agi pour que ce soit plutôt le juge de droit commun. Elles ont obtenu gain de cause après des années de débats judiciaires. Résultat des courses, on n'a pas encore de décision au fond.
On a une décision Total Ouganda qui est une décision d'un juge de référé, mais on n'a pas de décision au fond au bout de 6 ans. Donc, on est un peu déçus 6 ans après, il faut bien le dire, mais il n'en demeure pas moins qu'à mes yeux, la loi française est une loi importante, et ce, à plusieurs égards. D'abord, et ça a été un des paris des députés français, elle a impulsé une logique, des logiques d'amplification, je dirais, et les débats au niveau européen en témoignent. Ensuite, et Yana l'a dit dans ses propos introductifs, cette loi est importante parce qu'elle porte vraiment la reconnaissance du statut un peu d'entité politique ou de choses publiques, tu as dit Yana, des entreprises. Cette reconnaissance du pouvoir des entreprises, du pouvoir de transformation du réel qu'elles ont et du fait qu'elles doivent participer aux politiques publiques nationales. Et je trouve que cette dimension-là est très forte dans le droit européen. Mais elle était déjà en discussion, le droit européen en discussion, mais elle était déjà présente dans le droit français. Cette loi me semble aussi importante parce qu'elle dessine une manière de légiférer, de réguler, je dirais, originale, un rapport entre l'hétérorégulation de l'État et l'autorégulation des entreprises qui est original, puisque l'État ici donne des lignes directrices, mais fait confiance un peu à l'autorégulation, puisque le plan de vigilance, c'est de l'autorégulation, tout en plaçant cette autorégulation sous contrôle, cette forme de co-régulation, pour reprendre une terminologie empruntée à un laboratoire belge. Je dis un laboratoire parce qu'il y a plein de travaux autour de ce terme. Cette forme de co-régulation, elle me paraît importante pour discipliner les entreprises dans un monde, dans une économie mondialisée ou globalisée. On peut discuter du terme. Dernier point, on est à un moment un peu, à mon sens, où la vigilance est à la croisée des chemins. Elle va mûrir avec la directive européenne. Et donc, en mûrissant, elle va choisir un peu la direction, sa voie de croissance, je dirais. Comment va-t-elle grandir? Et là, il y en a un débat, j'espère qu'on reviendra dessus dans le cadre de cette table ronde. Est-ce qu'on reste dans le sillon d'une vigilance à la française, au cœur de laquelle le juge occupe un rôle central? Et je dirais l'ADN du devoir de vigilance à la française, c'est que il y a cette idée que responsabilisation ex ante et responsabilisation ex post sont liées, et que la responsabilisation ex ante n'empêche pas la responsabilité ex post. Ou l'alternative, c'est est-ce que le devoir de vigilance va se transformer en système de gestion des risques, où la prévention va absorber la responsabilité ex post, où on va étendre le domaine du négociable en recourant à des autorités indépendantes, par exemple, comme ça existe en matière pénale en France. Bref, est-ce que la vigilance va être absorbée par la compliance? Et je pense que le débat se joue notamment au niveau européen. Merci. Merci beaucoup, Tatiana, pour ces clarifications et la question sur laquelle tu as terminé et sur laquelle je pense nous aurons l'occasion encore de revenir pour continuer dans cet approfondissement à partir de ces dernières évolutions autour du devoir de vigilance. Je vais donner la parole à Pauline Barraud de la Géry, donc sociologue, maîtresse de conférences à l'Université Paris-Dauphine, qui travaille actuellement sur précisément les procès qui découlent de cette loi française pionnière en Europe, la loi sur le devoir de vigilance,
Alors, vous avez travaillé aussi par le passé sur des cas concrets de violation de droits humains et d'impact des entreprises multinationales sur l'environnement. Vous avez travaillé, par exemple, sur l'affaire Spectrum de 2005, et c'était l'effondrement d'une usine de la société Spectrum, donc longtemps avant Rana Plaza encore, et vous avez retracé les mobilisations d'associations et de victimes autour de ces catastrophes. Et votre livre, paru en 2019, Les patrons de la vertu, de la responsabilité sociale des entreprises au devoir de vigilance, retrace précisément cette histoire des mobilisations menant jusqu'à une conceptualisation du devoir de vigilance. Et vous nous parlerez de ce que vous avez pu voir en observant un de ces procès en cours qui se base sur la loi sur le devoir de vigilance, qui est le procès Total lié à des projets d'oléoduc de Total en Ouganda, et qui donc a mené à l'expropriation massive des populations locales. Raison pour laquelle une coalition d'ONG, les Amis de la Terre France, 4 ONG ougandaises, les Amis de la Terre Ouganda, et d'autres organisations ont décidé de porter une plainte contre Total pour un non-respect précisément de la loi française sur le devoir de vigilance. Donc, si vous êtes prête, on peut commencer. Nous avons un tout petit souci technique, donc ça va juste prendre deux petites secondes. C'est toujours un petit peu compliqué de projeter des diaporamas quand on est dans une séance en hybride. On va juste vous demander 2 secondes de patience. Alors là aussi, c'est un procès, le procès Total Ouganda, c'est un procès où il y a eu des développements récents. Une audience qui a eu lieu en décembre dernier au tribunal judiciaire de Paris, avec le juge des référés qui a ensuite mis en délibéré l'affaire au 28 février de cette année. Voilà, vous avez pu observer comment donc les parties qui ont porté la plainte contre Total ont mobilisé leurs moyens, leurs ressources pour essayer d'obtenir justement une interprétation forte de ce que requiert un devoir de vigilance. Bonjour à toutes et à tous. Désolée pour ce petit contretemps technique et merci beaucoup aux organisateurs pour leur invitation. Donc effectivement, moi je vais prolonger la réflexion déjà initiée par Tatiana Sachs, avec des questionnements assez similaires, mais une approche un peu différente. Donc moi, je suis sociologue, maîtresse de conférences à Dauphine. Et effectivement, comme disait Yana, je m'intéresse aux questions de régulation des chaînes de valeur depuis un certain temps. Et là, mes recherches actuelles portent sur un peu en histoire du temps présent, en étude de ce moment assez singulier où les premières jurisprudences vont insuffler un certain regard, une certaine interprétation de la loi sur le devoir de vigilance. Donc pour commencer, le point de départ que je voulais rappeler, le même que celui rappelé par Tania, elle vient après 20 ans d'actions militantes qui ont visé à responsabiliser les multinationales par des leviers réputationnels et marchands, et donc qui ont eu pour effet de parvenir à faire reconnaître aux entreprises une forme de responsabilité, c'est-à-dire que ce que le patron de Nike disait au début des années 90, c'est-à-dire ce qui se passe chez mes fournisseurs, c'est pas mon business, il ne pouvait plus le dire 20 ans après.
Donc, un succès dans la reconnaissance de la responsabilité des entreprises pour ce qui se passe dans leur chaîne de valeur et la mise en place d'actions par les entreprises, hein, d'actions de type code de conduite, charte éthique, audits sociaux, système de management. Et pourtant des résultats relativement mitigés en pratique. Alors, le point de départ, c'est donc le constat des ONG et d'un syndicat comme la CFDT, hein, des limites de cette autorégulation et l'espoir que le recours au droit permettrait de résoudre les lacunes, les failles de la RSE. Alors, de ce point de vue-là, donc moi, je fais le diagnostic dans l'autre sens que celui de Tania. De ce point de vue-là, la loi, elle est révolutionnaire avant de ne pas l'être. Elle est révolutionnaire parce qu'elle écrit noir sur blanc hein, que toute société qui a des fournisseurs, des sous-traitants, des filiales, etc., doit mettre en place les mesures d'identification et de prévention des risques dans toutes ces entités-là. Donc, de ce point de vue-là, la loi, elle a marqué un changement et voilà, comme par la suite, on montre toutes ses limites, il convient d'abord de regarder le verre à moitié plein hein, et de rappeler ce verre à moitié plein, c'est-à-dire la puissance symbolique de cette loi qui a transformé le rapport des entreprises à leurs obligations du point de vue de ce qui se passe chez leurs fournisseurs et sous-traitants. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question que je me pose, hein, assez similaire à celle qu'a évoquée Tania quand elle a évoqué les normes de gestion, c'est quelle est la rupture effective des pratiques des entreprises vis-à-vis de ce qu'elles faisaient dans le cadre de la RSE. Et ce questionnement, il vient d'une première recherche que j'ai menée avec quelques collègues, sociologues également, dans le cadre d'une recherche qu'on a menée pour le Bureau international du travail, le BIT, en 2019, où on a regardé la façon dont les entreprises avaient élaboré les premiers plans de vigilance suite à l'adoption de la loi. Et ce qu'on a constaté, alors du coup, l'étude est datée parce que c'était les premiers plans et que depuis, il y a eu des évolutions. Ce qu'on avait observé, c'était effectivement le constat que les pratiques des entreprises n'avaient pas été radicalement bousculées. Et surtout, ce qui nous avait frappé, c'était le discours des entreprises qui elles-mêmes, donc c'était une enquête par entretien, on avait été voir dans les groupes ce que disaient les gens en charge de rédiger les premiers plans de vigilance, et eux-mêmes disaient, voilà, ça n'a pas radicalement transformé nos pratiques, on a rationalisé, on a mis en forme nos politiques de RSE, on fait mieux ce qu'on faisait déjà, mais ça n'a pas bouleversé nos pratiques. Et surtout, ce qui nous avait frappé, c'était un discours de l'ordre de la démarche progressive. Notre plan n'est pas parfait, on le sait, mais on va s'améliorer au fur et à mesure des années. On est dans une démarche pragmatique, on fait de notre mieux, on s'améliorera. Ce qui nous avait quand même pas mal interrogé dans le cadre de ce qui est une obligation légale d'entendre un discours de l'ordre de on fait de notre mieux et on fera mieux à l'avenir. Ça nous avait interrogé et on avait posé l'hypothèse d'une managérialisation de la loi. Donc, le concept, on l'emprunte à Lorraine Edelman, qui est une sociologue américaine, qui a travaillé sur le titre 7 du Civil Rights Act de 1964. Donc, on est dans un autre contexte géographique, normatif et temporel. Mais ce qu'elle montre à propos de cet article donc, de la loi américaine, qui est un article qui porte sur la non-discrimination au travail, ce qu'elle montre, c'est que quand une loi est floue, ambiguë ou interprétée comme telle, et je pense que l'interpréter comme telle est assez important dans notre histoire, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des professionnels en entreprise et autour d'entreprises qui vont façonner une interprétation de la loi qui correspond à des pratiques managériales, à ce qu'elle appelle des structures symboliques, c'est-à-dire des choses qui rappellent la loi, qui y ressemblent, mais qui sont malgré tout des structures managériales. Donc, des bureaux de planning interne, des procédures, des checklists, des systèmes d'identification de problèmes, etc. Et ce qu'elle raconte dans une logique un peu de spirale d'endogénisation de la loi, c'est que finalement, cette interprétation de la loi, elle va progressivement devenir l'interprétation commune en entreprise. Et au-delà, ce qu'elle appelle la déférence légale aux structures symboliques, c'est le moment où le juge lui-même, ne sachant pas tellement comment lui aussi interpréter cette loi, va faire sienne l'interprétation des entreprises.
Et donc ça, cette étape-là, cette étape finale, elle la documente, elle montre graphique à l'appui, statistique à l'appui, que vous imaginerez à défaut de voir, que entre 1965 et 1999, sur une base de plus de 1000 décisions de justice, la déférence légale a été croissante. La déférence légale, c'est le moment où le juge postule que l'existence de ces structures symboliques suffit à attester la conformité des entreprises à leurs obligations. Donc, il suffit à dire qu'il n'y a pas de discrimination. Alors même qu'il n'a pas été vérifié si ces structures symboliques étaient dotées d'effectivité, d'efficacité ou pas. Donc, voilà. Donc, la question que je me pose en sociologue, c'est où est-ce qu'on en est, nous, dans le cadre de la vigilance, dans cette tendance potentielle, à la fois à la managérialisation de la loi et puis à la déférence légale? Est-ce qu'on est dans cette dynamique où finalement la mise en place de structures formelles, de structures de RSE, va suffire à dire la conformité des entreprises à leurs obligations légales? Et pour cela, effectivement, je m'appuie sur le suivi en fait, des contentieux en cours, et notamment du contentieux Total Ouganda, en essayant de voir comment les différentes étapes, puisqu'il y en a eu quand même plusieurs, permettent de voir la façon dont la lecture en termes d'outils de gestion, de systèmes de management, peut, à certains moments, connaître un moment d'accélération ou au contraire de décélération, et essayer de comprendre ce qui se joue à la fin. Alors, pour cela, j'emprunte à un autre élément de Lorraine Edelman, mais c'est purement métaphorique, mais la métaphore a parfois du bon. C'est l'arbre des disputes, qui est ici représenté. Il consiste à dire que quand on a une dispute, contrairement à l'idée un peu pyramidale qu'il y aurait beaucoup de griefs, un peu moins d'actions en justice, un peu moins d'actions qui aboutissent, encore un peu moins qui se règlent de façon judiciaire et pas à la hasard et à la fin des décisions de justice, contrairement à cette vision un peu pyramidale, on peut voir les litiges comme sous une forme plus arboricole, sous la forme d'un arbre qui évolue. Donc, vous voyez, un arbre, c'est ça. Un arbre, ça a des racines, ça a des branches. Et à la fois, ce qui est intéressant, c'est que chaque étape est à certains égards adossée sur les étapes antérieures. Donc, la chronologie a du sens. Et en même temps, il y a toujours une forme, si ce n'est d'indétermination, en tout cas d'ouverture dans l'étape suivante par rapport à l'étape antérieure. Il y a des branches qui s'arrêtent, il y en a d'autres qui continuent. Et ce qui m'intéressait, c'était de voir un peu ce processus de construction, de l'interprétation de la loi. En accordant, il est important de le dire, encore une fois comme sociologue, une importance majeure à la façon dont les acteurs perçoivent ce processus. Donc voilà, c'est des méthodes qualitatives. Je rencontre les acteurs professionnels du droit et non professionnels du droit qui ont un rôle dans ces contentieux-là, pour essayer de comprendre aussi comment ils perçoivent l'évolution de l'interprétation de la loi. Alors, l'arbre a d'abord des racines avant d'avoir des branches. Et je voulais juste rappeler ce qu'a dit tout à l'heure Tania, que dans les racines, il y a ce moment où d'une loi de 2013 qui disait que toute entreprise a l'obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés, et la responsabilité de l'entreprise est engagée à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pas pu l'empêcher. Cette version-là de 2013 a été transformée en version de 2015, finalement adoptée en 2017, qui prévoit que les entreprises doivent mettre en place un plan. Et d'une certaine manière, l'inscription du plan dans la loi elle-même a façonné durablement, c'est pour ça que c'est les racines, une lecture relativement managérialisée de la loi, parce que vous avez cette logique d'une certaine manière du Plan do Check Act que connaissent bien les systèmes, les auteurs de gestion, les systèmes de management, et qui, d'une certaine manière, avait déjà été incorporé dans le texte lui-même, ce qui n'était pas le cas dans le cas d'Edelman. Donc déjà, ça a eu un effet, mais
Mon hypothèse, c'est que cette étape-là ne fait pas toute la suite, mais quand même, elle fait quelque chose. Elle fait quelque chose au point qu'une une interviewée évoque cette étape-là et me disait je me souviens qu'à la réunion finale au cabinet de Lyon-Caen sur les portes étroites, je me souviens d'une telle et une telle, deux représentants d'ONG qui avaient porté la loi, qui disaient si ça se trouve, on a juste construit une grande machine à les dédouaner, elles vont nous faire des plans, des machins, des trucs, et elles en étaient conscientes. Donc, cette étape-là a été cruciale, a donné une interprétation déjà peut-être managériale de la loi, mais n'était pas encore la fin de l'histoire. La suite, c'est donc une première assignation, qui est l'assignation de Total Energy en référé en 2019 pour ces actions de forage et pipeline en Ouganda et en Tanzanie. Et là, ce qui est intéressant, cette étape-là, c'est la façon dont l'usage judiciaire du droit dans les prétoires est aussi une étape importante où il y a une forme, si ce n'est de contingence, en tout cas un usage instrumental peut avoir des effets en termes d'interprétation de la loi. J'en veux pour preuve que lorsque les avocats de Total ont fait valoir que le tribunal compétent n'était pas le tribunal judiciaire, mais le tribunal de commerce, ils le racontent eux-mêmes. Ils disent voilà, un contentieux civil, chacun regarde la liste de tous les arguments. Ça commençait par il ne faut pas être naïf. Il ne faut pas être naïf. Un contentieux civil, chacun regarde la liste de tous les arguments qu'ils ont l'un face à l'autre. Et tout le monde regarde ce qui est cohérent et qui tient juridiquement ou à peu près. Et donc, la question de la compétence, elle se posait. Ils l'ont joué. Ils l'ont plaidé 5 minutes, ils ne pensaient pas que ça passerait, c'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que derrière cet usage instrumental du droit, il y a aussi derrière une rationalisation qui est, bon, la question, elle était quand même légitime parce qu'on pense, nous, avocats de Total, que le tribunal de commerce est plus pertinent pour connaître des instruments de gestion. Cette question-là, elle a été tellement complexe, tellement contradictoire aussi dans une jurisprudence contraire, qu'elle a fini par revenir dans le Parlement. Et on voit là que d'un usage instrumental finit par se repenser l'esprit de la loi. Vous avez là un extrait des échanges qui ont eu lieu au Sénat et où on voit la sénatrice Les Républicains qui dit voilà, il s'agit de lutter contre les atteintes aux droits garantis par le plan de vigilance, mais en tenant compte de la spécificité du fonctionnement du monde économique et du monde de la concurrence. Donc, une relecture, grosso modo, de la vigilance, en disant que l'appréciation de la vigilance raisonnable, c'est aussi la prise en compte des enjeux de concurrence, des enjeux d'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on voit voilà, un usage instrumental du droit dans les prétoires et puis finalement, on pousse un nouvel esprit de la loi. Finalement, à la fin de l'histoire, c'est l'intervention très éloquente du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, qui finit par dire c'est une incongruité, ce n'est pas supportable que ça aille au tribunal de commerce et qui renvoie au tribunal judiciaire la compétence qui propose de renvoyer et finalement, c'est ça qui est retenu par le Parlement. Donc là, vous avez en fait, c'est pour ça que j'avais dit première pousse, coup de cutter et tuteur législatif, c'est-à-dire que c'est le Parlement qui vient remettre le contentieux dans le sens plutôt judiciaire et rejetant cette interprétation trop managériale de la loi. L'étape suivante, j'essaie d'aller relativement vite, c'est ce que j'ai appelé le moyen de la médiation. Donc là, je ne développerai pas plus que vous dire que la seconde étape, dans ce cas Total Ouganda, ça a été de proposer une médiation, ce qui a été accepté par l'entreprise, refusé par les ONG, et ce qui est en soi intéressant pour comprendre aussi comment le juge, j'y reviendrai par la suite, se positionnait par rapport à la vigilance. Il a beaucoup insisté sur la pertinence de la médiation dans ce cas-là. Il l'a dit à chaque audience. Et donc, ça disait aussi quelque chose de la conception qui se faisait de la vigilance. Les botanistes et les intrants. C'est l'étape suivante. C'est le moment où le juge, donc là, on est revenu au tribunal judiciaire de Paris,
fait venir les botanistes, les spécialistes des plantes, donc les auteurs de doctrine, les juristes, les académiques, pour leur demander des éclairages sur cette loi devoir de vigilance. Cette étape-là, elle est intéressante en ce qu'elle vient à nouveau pousser une interprétation spécifique de la loi, puisque les trois amici curiae, donc les auteurs convoqués pour présenter leur lecture de la loi, ont inscrit tous trois la vigilance dans le système de la compliance. Sans autre forme de discussion, voilà, le terme, c'est le système de compliance dans lequel le devoir de vigilance prend place, c'est une évidence. Le tout, pourtant, avec des conséquences dans la lecture de ce qu'implique la vigilance ou la compliance, qui était assez hétérogène. Une première formulation doctrinale des amici curiae, c'est que quand il y a compliance, l'entreprise doit donner à voir les meilleurs efforts qu'elle a faits pour parvenir à éviter un dommage. Meilleurs efforts. Deuxième lecture, la technique du standard, proposée par un deuxième auteur de doctrine, présent chez les amici curiae. Donc, non pas les meilleurs efforts, mais le standard sectoriel, le standard géographique. Voilà, il y aurait la possibilité d'établir un étalon de ce qu'est la vigilance dans un domaine donné. Et puis, la troisième formulation qu'on trouve plutôt dans les consultations côté ONG, c'est l'idée que, quand bien même on parlerait de compliance, qui n'est pas forcément rejeté, le rôle du juge est d'évaluer l'opportunité des dispositifs préventifs et curatifs déployés. Donc, une vision beaucoup plus ambitieuse du rôle du juge. Alors, ce qui me semble important à ce stade, c'est de pointer le fait que, de toute évidence, et les juristes le reconnaissent eux-mêmes, il y a une grande hétérogénéité de l'appréciation de la notion dans la doctrine. En revanche, il y a dans les restes du monde, parce que tout n'est pas juridique, même dans un procès et dans une interprétation de la loi, une appréciation de la compliance qui est très connue des entreprises qui ont des services compliance, des restes compliance, et qui rend pas totalement illégitime de prime abord la focalisation sur les intentions, les process et les difficultés des entreprises. Ce qui, du coup, pousse, en quelque sorte, une fois de plus, la lecture de la vigilance vers plus la compréhension des dispositifs mis en place ex ante par les entreprises, plus que sur leur effectivité au bout du compte. Alors, j'arrive à la fin de l'histoire. La stratégie de la déférence légale, c'est évidemment une stratégie qui était portée par les avocats. Et pour le coup, c'est de bonne guerre. Voilà, si la loi est floue, ce n'est pas pour laisser à la société civile le soin d'en définir les contours, mais en gros pour permettre aux entreprises de le faire. Donc, faites-nous confiance, c'est nous qui savons quelle est l'action la plus appropriée. C'était la ligne proposée par l'une des avocates de Total Energy, l'autre avocat rappelant que, voilà, à ce stade, en référé, donc qui, pour les non-juristes ici, est une procédure de l'évidence, l'urgence et l'évidence. L'argument mis en avant, c'était que le juge ne pouvait pas faire beaucoup plus que regarder s'il y avait un plan, s'il paraissait crédible, s'il y avait plus que 2-3 morceaux d'éléments sur un bout de papier. Donc, les décisions au bout de la tige, que s'est-il passé? Ce qui s'est passé, c'est le juge, on l'a dit, a déclaré irrecevables les demandes au nom d'enjeux de procédure et a notamment rappelé et assumé un rôle du juge comme se réduisant dans le cadre d'un référé au simple contrôle de l'existence de structures symboliques. Donc vérifier s'il y avait bien un plan et s'il ressemblait bien à quelque chose. L'interprétation, alors voilà, moi je ne fais pas œuvre de doctrine et il y a eu beaucoup de commentaires, voilà, pour ceux qui s'intéressent aux commentaires, il y a beaucoup de choses à lire là-dessus. Mais pour avoir suivi
les audiences, pour avoir suivi, encore une fois en sociologue, les échanges qui se sont noués autour de ce cas-là, ce qui apparaît, c'est un président, certes en formation collégiale, mais personnellement peu enclin à trancher. C'était manifeste au regard de la façon dont il présentait le cas, l'appel à la médiation et la façon dont il a systématiquement rappelé le flou du texte et les capacités limitées du juge à pouvoir, en gros, compléter les interstices du texte. Et une lecture qui finalement tient au sens où elle emporte l'adhésion sur l'aspect des prérogatives limitées du juge des référés, mais qui a aussi pas mal troublé par toutes les autres motivations, tous les autres motifs qui mettent en avant l'importance des échanges, de la médiation entre des discussions entre les parties, etc. Donc, on est encore en suspens, on est encore en attente d'une décision au fond. Mais ce que me semble éclairer ce récit, c'est que la grande focalisation sur le plan de vigilance, sur le plan plus que sur la vigilance, sur le plan de vigilance comme outil de gestion et la conception conséquente du devoir de vigilance comme relevant essentiellement d'une juridicisation des politiques de RSE, ce qui est la tendance qu'on peut voir à l'œuvre, qui n'est pas encore définitive, mais c'est une tendance, c'est le fruit d'un processus par étapes qui n'était pas totalement forcément déterminé dès le début. Il y a eu des étapes qu'on peut tracer et qu'il faut déconstruire pour mieux comprendre à chaque fois ce qui s'est joué. Ce qui se joue aussi, c'est que la lecture de la vigilance comme juridicisation de la RSE va de pair avec une volonté de déjudiciariser les litiges, les cas. Donc voilà, on a une lecture de la vigilance qui est à cet égard assez forte dans une logique de managérialisation et de déférence. Pour autant, ce que disent, y compris des professionnels du droit qui ont regardé cette loi, ces cas qui ont pu être amenés à s'y confronter, c'est que l'indétermination des énoncés de la loi permet pourtant des lectures très différentes. Et donc, ce qui se joue aujourd'hui, c'est probablement encore cette discussion autour des contours à donner à la vigilance. Et de ce point de vue-là, et je me tourne vers les collègues juristes, mais il y a un rôle majeur de la doctrine pour s'assurer qu'au bout du compte, ce qui sera juridicisé et judiciarisé, ce soit bien au service de l'objectif de départ, c'est-à-dire prévenir les risques et réparer les atteintes graves, et pas simplement la juridisation des plans de vigilance. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces éléments très empiriques sur l'ambivalence. Effectivement, c'est un peu ce qui ressort des contributions à la fois de Tatiana Sachs et de Pauline Barraud de la Géry, de l'ambivalence de la loi française sur le devoir de vigilance, comme à la fois un outil d'accès à la justice et pensé d'abord comme un outil d'accès à la justice et qui devient en même temps, alors au mieux en même temps, aussi un outil de gestion des risques qui auparavant étaient déjà incorporés aux organigrammes des entreprises et au fonctionnement des entreprises sous voilà, des fonctions de responsables des risques et de plans et de stratégies de la RSE. La loi française a été pionnière, on l'a dit. Elle a joué aussi un certain rôle dans les négociations au niveau européen, dans ce qui est, on l'espère en tout cas, en train de devenir une directive européenne sur le devoir de vigilance. Nous avons la chance d'avoir parmi nous aussi Marion Lupin,
qui est juriste également, et qui représente, je l'ai déjà dit, mais je présente à nouveau, donc, une coalition d'ONG, ICCJ, qui travaille depuis plus d'une décennie à rendre ce devoir de vigilance une réalité au sein de l'Union européenne. Alors, vous avez suivi le processus de près. On vous a demandé donc de venir partager avec nous à la fois un peu les points, ce que vous voyez comme les points clés en tout cas des textes sur la table, mais aussi votre regard sur la manière dont précisément ces négociations au niveau européen se sont recoupées avec des initiatives législatives dans les États membres. Alors, on a parlé du cas français, mais il y a aussi le cas allemand et la loi allemande sur les chaînes d'approvisionnement qui a été adoptée en 2021 et qui est entrée en vigueur très récemment, il y a quelques mois seulement. Et il y a des initiatives législatives dans d'autres pays. Donc voilà, il est intéressant aussi finalement de voir quels sont les liens entre ces lois en train de se faire au niveau national et puis la directive européenne. Dans quelle mesure ces lois sont présentées comme des modèles ou au contraire peuvent fonctionner comme des arguments pour affaiblir des textes. On sait que la directive, en tout cas dans son état actuel, va bien plus loin que la loi française sur le devoir de vigilance et que la France, en tout cas le gouvernement français, n'a pas forcément joué un rôle très progressiste dans les négociations. Voilà, je vous passe la parole pour ce point introductif et nous pourrons ensuite aussi rentrer dans plus de détails. Merci. Merci beaucoup et merci aux organisateurs de cet événement de m'avoir invité. Je confesse mon émotion après avoir étudié à la Sorbonne le droit, voilà, d'y revenir en tant qu'intervenante dans une conférence. Alors, c'est vrai, comme on l'a dit, qu'il y a maintenant depuis longtemps au niveau européen une directive en discussion sur le devoir de vigilance. C'est une directive à laquelle monsieur le commissaire Didier Reynders, commissaire européen pour la justice, s'était plus ou moins engagé lors de son audition pour devenir justement commissaire à la justice en 2019. Une proposition qui était attendue de la Commission à partir de 2020-2021 et qui a été très, très longuement retardée jusqu'au février 2022. Depuis février 2022, donc le Conseil, qui pour le rappel, c'est le niveau étatique du co-législateur européen, a adopté son approche sur le texte en décembre 2022, à la fin de l'année dernière, et il y a même pas une semaine, le Parlement a voté pour adopter en revanche sa position. Donc avec ICCJ, nous suivons de très très près les négociations. Tout en essayant de mettre en œuvre voilà, notre réseau qui comprend des ONG, mais aussi des réseaux d'experts et des syndicats au niveau national pour assurer le passage d'informations et l'expertise aussi, que l'expertise de nos membres au niveau national soit prise en compte au niveau européen. Donc, comme je l'annonçais, cette directive a fait l'objet et continue de faire l'objet de discussions politiques à la fois très politiques et très techniques, c'est-à-dire c'est un argument qui peut très vite devenir très technique, très compliqué et très spécifique quand on rentre un petit peu vraiment dans la substance, mais c'est aussi une directive et un dossier législatif qui provoque de vrais clivages au niveau politique. Et on voit cela aussi bien au niveau du Parlement qu'au niveau du Conseil. On a vu vraiment de la réticence des deux côtés, du côté des progressistes et du côté des conservateurs, d'aller au-delà de ce qu'ils considèrent comme des lignes rouges. J'ai un petit peu retracé on peut dire 4 arguments sur lesquels le débat politique et technique s'est focalisé au cours des négociations. C'est, comme le préannonçaient mes collègues précédemment, l'accès à la justice, qui reste la priorité absolue pour les ONG qui s'occupent de vigilance au niveau européen, mais mondial aussi. Et donc, en particulier, le fait d'un côté que les entreprises puissent être tenues responsables sur le plan civil
des dommages qu'elles causent dans leurs activités, dans leur chaîne dans l'étendue de leur chaîne de valeur. Possibilité d'être tenues responsables selon la loi du pays où elles sont jugées. Cela est important parce que ce sont les règles de droit international privé qui sont couramment en vigueur. L'Union européenne envisage une révision de ces règles, mais cela n'a pas encore été annoncé officiellement. Il se pourrait que dans beaucoup de cas, même devant un juge français, par exemple, ou un juge allemand, européen, la loi à appliquer selon les règles du droit international privé classique soit la loi du lieu où le dommage a eu lieu. Donc, vous pensez bien à la difficulté pour un juge européen de pouvoir appliquer, interpréter correctement une loi nigérienne, une loi ougandaise, alors qu'il ne la connaît pas. Une étape importante que franchit cette directive, c'est une clause d'application, comment dire en français, une clause d'application obligatoire qui passe au-delà des règles de droit international privé classiques et permet au juge d'appliquer sa propre loi nationale, qui sera donc la loi de transposition nationale qui viendra mettre en œuvre cette directive. Mais l'accès à la justice, d'un point de vue des ONG, d'un point de vue de la société civile, cela inclut tout d'abord la capacité pour les victimes d'obtenir des dédommagements dans les faits. Donc, non seulement de pouvoir introduire une plainte devant le juge au niveau civil, mais de pouvoir avoir vraisemblablement ou raisonnablement gain de cause sans faire face aux difficultés que la société civile remarque dans la plupart des cas d'études. Je pense notamment à la disproportion de la charge de la preuve qui pèse sur les victimes aujourd'hui, parce que quand on pense à la vigilance, on l'a suffisamment dit, la vigilance, le plan de vigilance, ce sont des choses qui sont en elles-mêmes, de leur nature même, des processus internes à l'entreprise, des choses qui ne sont pas forcément publiques, ou même si le plan, comme c'est le cas en droit français, doit être public à la fin, le processus par lequel le plan a été rédigé ne l'est pas. Et on demande aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, aux victimes d'aller prouver que la compagnie est responsable. Donc, il y a un vrai lien de causalité entre l'action de la compagnie et le dommage qui a été causé aux victimes. Et ce sont souvent des documents que les entreprises traitent de façon confidentielle, voire même secret d'affaires, et qui ne peuvent pas être trouvés, ou auxquels les avocats des victimes ne peuvent pas avoir accès par la simple recherche. Quand on parle des avocats des victimes, bien sûr, un avocat, ça a un coût. Un procès civil dans une législation européenne a un coût que vous penserez bien, des membres de populations indigènes de l'Amazonie ou de travailleurs à très bas salaire du Pakistan n'ont pas forcément ou n'ont pas tout court les moyens de soutenir. Ou je penserai encore, c'est un petit peu pour les trois principaux cas d'accès à la justice, des problèmes d'accès à la justice qu'on recense. Nous avons aussi les délais de prescription qui, sur le plan civil, sont normalement de 5 ans à l'intérieur de l'Union européenne. C'est le cas en France, c'est le cas dans la plupart des pays européens. 5 ans, ce n'est tout simplement pas suffisant. Ce n'est pas assez de temps pour que ces victimes puissent, dans la plupart des cas, avoir accès au juge national. Je peux porter le cas de l'incendie dans les usines de Ali Express qui produisaient dans ce cas spécifique des jeans pour une marque de vêtements allemande. Le temps que les victimes essayent de se retourner au niveau du Pakistan, le temps qu'elles comprennent que l'usine avait un lien avec une entreprise allemande et qu'elles comprennent ces communautés de victimes qu'elles pouvaient effectivement introduire leur plainte devant le juge civil allemand. 6 ans, 7 ans s'étaient passés et leur plainte a été refusée pour un simple fait d'écoulement des délais de prescription de par la date où le dommage avait eu lieu. Donc ça, c'est un petit peu, ça a été un gros problème qui a été affronté pendant les discussions et les négociations politiques. L'autre gros sujet qui pose problème et sur lequel il est vraiment difficile de trouver un accord, c'est l'inclusion du secteur financier. Ceux qui sont un petit peu familiers avec ce qui est le texte du Conseil sur la directive de devoir de vigilance savent que
sur demande française. Des collègues français ne seraient pas forcément d'accord, mais sur demande française, le texte du Conseil laisse l'inclusion de tout le secteur financier à l'intérieur de la directive sur le devoir de vigilance à la discrétionalité complète des États membres. Donc, on a vraiment un régime à part ou qui se veut à part pour la finance, ce qui je dois le dire en priorité, non seulement, et bon, bien sûr, pose problème du point de vue d'insécurité juridique, parce que nous savons tous qu'aucune banque, aucun fonds d'investissement n'opère au niveau purement national. Ce sont des institutions qui sont par leur nature multinationales, donc très, très difficile de leur demander d'établir un plan de vigilance, je parle tout à fait au hasard, en Allemagne et en France, mais pas en Italie, en Pologne, par exemple. Mais c'est aussi quelque chose qui est en contraste absolu avec les lignes directrices internationales, les principes directeurs internationaux qui existent sur la conduite responsable des entreprises en matière de droits de l'homme. Mais mes collègues l'ont très justement dit, la loi française de 2017 est pionnière en la matière, en ce qu'elle est la première loi européenne ou du Nord global qui met noir sur blanc une obligation légale et contraignante des entreprises en matière de devoir de vigilance, mais d'un point de vue du droit non contraignant, nous avons quand même des lignes directrices, des principes directeurs au niveau international qui existent, donc je pense aux Nations Unies et à l'OCDE, qui existent depuis, ça remonte, la première version remonte à 1976, donc c'est quand même pas tout nouveau, et ce sont des lignes qui sont toujours en cours de mise à jour et d'amélioration. Notamment, je peux vous annoncer, je ne pense pas que ça fera le scoop dans les journaux, mais je peux vous annoncer qu'une révision des lignes directrices de l'OCDE a été récemment approuvée par le Conseil de l'OCDE, ce qui veut dire tous les États qui sont partie de l'organisation, et devra être rendue publique demain ou après-demain. Donc, on a un travail continu au niveau international, et ces lignes directrices internationales disent clairement et précisément que la vigilance et le devoir de vigilance concernent tous les secteurs sans exception. Ensuite, la différence qui doit être faite, parce que bien sûr, cela ne veut absolument pas dire que le boulanger du petit village en campagne aura les mêmes obligations qu'une entreprise telle que Total. Non, mais la différence, ce n'est pas la nature ou le secteur de l'entreprise, c'est la capacité et la proportionnalité que cette entreprise a à mettre en œuvre ce devoir de vigilance. Donc, une entreprise avec plus de moyens, plus d'employés, plus de pouvoir d'influence envers ses partenaires commerciaux est tout simplement tenue à un standard plus élevé par rapport à une petite entreprise ou à une très petite entreprise. Mais le secteur ne fait absolument aucune différence et l'idée de vouloir exclure non seulement ce qu'on appelle les investisseurs financiers, donc les fonds d'investissement, pour, si ça parle plus à l'esprit des gens, les fonds d'investissement tels que BlackRock ou, j'oublie le nom du deuxième, mais vraiment ces institutions qui bougent des milliards et des milliards d'euros et de dollars par jour, j'ai envie de dire, l'idée de les exclure totalement d'un secteur qui, en revanche, on va le voir, d'un secteur du droit, celui du devoir de vigilance qui est en plein essor en ce moment au niveau européen et non seulement, c'est quelque chose de vraiment dangereux et qui va mettre en danger l'uniformité et qui va vraiment causer, selon nous, une fragmentation très, très compliquée ensuite à réparer, surtout si l'on pense que ces acteurs économiques sont le moteur des activités économiques de cette planète en général, parce que si on pense à des projets qui sont classiquement néfastes pour le droit des populations et pour l'environnement, on pense à des projets d'exploration minière, on pense à des projets pour construire des nouveaux conduits à gaz, etc. Ce sont dans quasiment la totalité des cas, des projets qui doivent faire l'objet d'un financement, d'un prêt en amont. Donc, là, on voit vraiment l'influence que le secteur financier peut avoir sur ce secteur. Et finalement, et c'est terminé pour l'introduction, le débat, c'est aussi et continue de se focaliser sur l'étendue de la chaîne de valeur. Donc, c'est un petit peu ce que ma collègue Tatiana mentionnait au début de son intervention. On voit une différente approche
entre deux notions qui ne sont pas vraiment des notions juridiques parce que ça n'a pas encore fait l'objet. Cette directive tente de donner une définition juridique au niveau européen pour la toute première fois, mais on va dire d'un point de vue technique, de gens qui discutent un petit peu de cette obligation de vigilance, on voit deux notions et deux approches distinctes. On a d'un côté la chaîne d'approvisionnement, qui est ce qui aujourd'hui figure dans la loi française, mais aussi dans la loi allemande, qui est en vigueur depuis le 1er janvier 2023. Et la France et l'Allemagne, je tiens à le rappeler, sont les deux pays européens qui en ce moment ont une véritable loi de vigilance en place. On a la chaîne d'approvisionnement qui fait référence à tous les fournisseurs, les sous-traitants et toutes les étapes et les sociétés à travers lesquelles une entreprise va aller chercher les matériaux pour produire les produits qu'elle vend ou les services qu'elle propose. Et on a d'un autre côté la notion de chaîne de valeur. Chaîne de valeur, en opposition à la chaîne d'approvisionnement, c'est beaucoup plus large et ça couvre non seulement donc l'approvisionnement, ce qu'on appelle l'amont de la chaîne de valeur, mais ça couvre aussi l'aval. Cela équivaut à la notion de dire, certes, une compagnie peut et doit être tenue responsable d'éventuels dommages qui peuvent se produire en amont, donc avant d'avoir produit son produit ou service, mais dans certains cas, pas tous, peut et doit aussi être tenue responsable des dommages qui émergent en aval, donc après que le produit ou le service a été vendu ou fourni. C'est une notion qui cause beaucoup de problèmes parce que au niveau politique, au niveau de compréhension technique, parce que souvent, ce qu'on nous répond quand on prône en tant que société civile la couverture de l'aval de la chaîne de valeur, on entend la préoccupation plus ou moins sérieuse de la part de certains acteurs de dire que, mais dans ce cas-là, ça sera un désastre parce que toutes les entreprises pourront être tenues responsables de tout dommage. Et donc, l'exemple que nous avons entendu plus d'une fois, c'est, voilà, si j'utilise un stylo Bic pour tuer quelqu'un en le poignardant dans le cou, est-ce que cela veut dire que Bic, l'entreprise, devra payer dommage, voilà, parce que son produit a causé dommage? Non, ce n'est pas, ma collègue juriste, j'espère, m'appuiera en disant ce n'est pas un raisonnement juridique qui pourrait tenir devant un juge. Il manque notamment le lien de causalité entre Bic, l'entreprise, et le dommage qui a été causé. Mais c'est surtout quand on parle de dommages en aval qu'on veut aller couvrir avec le devoir de vigilance, on pense plutôt aux dommages qui sont prévisibles par l'entreprise et aux dommages qui sont répandus sur large échelle. Ce n'est pas le dommage qui va pouvoir être causé par un particulier ou même par un groupe de particuliers, c'est un dommage qui devient tellement récurrent, important que une obligation surgit sur l'entreprise de prendre en compte ce risque et de faire en sorte de le prévenir. Donc, pour revenir à l'exemple du stylo, non, Bic n'est pas responsable si je décide de poignarder quelqu'un avec mon stylo, mais si un particulier stylo que Bic produit devait, dans le cours des années qui suivent, faire le tour de la presse mondiale, comme quand on se rend compte que de plus en plus de personnes utilisent ce stylo spécifique pour commettre ce crime spécifique, dans ce cas-là, on peut se poser la question de voilà, pourquoi et est-ce que Bic aurait pu prévoir voilà, ce risque d'utilisation incorrecte. C'est un exemple tout à fait abstrait, mais voilà, pour donner un petit peu l'idée. Voilà, pour revenir aux négociations du Conseil, on a vraiment deux camps distincts qu'on voit aussi bien au niveau du Conseil qu'au niveau du Parlement. Donc, c'est un petit peu, on peut l'appeler le camp des progressistes et le camp des conservateurs. Le premier prenant une approche large et conforme aux standards internationaux. Donc, inclusion du secteur financier, accès à la justice pour les victimes, notamment la redistribution de la charge de la preuve ou encore l'expansion des délais de prescription. Inclusion de l'aval de la chaîne de valeur. Le chef de file de ce camp serait probablement les Pays-Bas, dont le gouvernement a une position tout à fait publique où ils défendent ce que je viens d'énoncer.
et en revanche le camp des pays un petit peu plus conservateurs qui prônent une approche beaucoup plus restrictive donc voilà, qui sont plus en faveur d'une chaîne d'approvisionnement, qui ne sont pas convaincus par l'inclusion du secteur financier dans la directive ou qui tout simplement ne mentionnent pas les difficultés d'accès à la justice, parce que si c'est vrai que les textes de la Commission et celui du Conseil prévoient la possibilité, donc comme on l'a dit au début, de tenir l'entreprise responsable sur le plan civil des dommages qu'elle cause, ils ne mentionnent aucunement comment faire en sorte que cette possibilité d'obtenir des dommagements soit mise en œuvre en pratique. Le texte du Parlement approuvé la semaine dernière est bien le seul à reconnaître dans ses considérants les difficultés auxquelles les victimes font face et à proposer une série de mesures dont l'assistance financière aux victimes, dont l'extension minimale des délais de prescription à 10 ans au lieu que 5, ou encore à la possibilité pour les victimes d'être représentées sur mandat par des ONG compétentes ou des syndicats sans forcément devoir venir en groupe dans les pays spécifiques. Sans surprise peut-être, les pays qui prônent cette approche un petit peu plus conservatrice sont non seulement, mais aussi les 2 pays qui ont déjà une loi en place au niveau national, donc la France depuis 2017, l'Allemagne depuis janvier 2023, qui essayent de limiter, on va dire, la portée du champ d'application, c'est pour ça que c'est très intéressant aussi aujourd'hui d'écouter un petit peu une analyse plus précise des contenus de la loi, notamment française, parce que si je pense à ce qu'a mentionné ma collègue précédemment au niveau de la consultation des parties prenantes qui est laissée comme une faculté à l'intérieur de la loi française, la société civile se bat très fortement au niveau européen pour que la consultation des parties prenantes soit une obligation. C'est bien le cas dans le texte du Parlement approuvé la semaine dernière. Et non seulement une obligation, mais une obligation continue qui s'applique à tous les stades de la vigilance. Donc, non seulement à l'établissement du plan, mais aussi à sa mise en œuvre et aussi à sa révision pendant le cours des années. Et ce parce que les standards internationaux et la société civile, pareillement, pourront vous dire que la seule véritable façon pour les entreprises d'être au courant des risques auxquels elles font face, c'est d'écouter les parties prenantes qui sont sur le terrain. Et c'est la possibilité d'avoir un rapport symbiotique que nous prenons le plus. Comme le disait ma collègue avant, la tendance législative au niveau national se reflète aussi à la tendance sur les positions de négociation à l'Union européenne aussi. Et nous le voyons aussi avec les propositions législatives qui sont aujourd'hui sur la table dans différents pays de l'Union européenne. Cela concerne notamment les pays du Benelux. Donc, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg ont tous les 3 chacun leur proposition de loi nationale sur la table qui doit être discutée ou qui fait actuellement l'objet de discussions comme en Hollande au Parlement national. Mais c'est aussi le cas avec des initiatives qui sont présentes mais dormantes, on peut dire, en Autriche, en Finlande et encore, en Irlande aussi, il me semble, qui avaient été avancées par la société civile et certains groupes parlementaires au niveau national, mais qui ont été mises en pause suite au processus législatif européen, voilà, pour éviter une superposition. Les pays du Benelux que je mentionnais s'alignent tous sans grosse difficulté à la ligne ambitieuse et à la ligne en ligne avec les standards internationaux. Et ce comportement se reflète absolument au niveau européen. Donc, on a la Hollande, voilà, avec une position publique, ce qui, je le répète parce que c'est assez rare d'avoir un gouvernement qui rend sa position publique alors que les négociations sur le dossier sont encore en cours. Donc, c'est un signal politique fort que ce dossier a de l'importance pour le gouvernement hollandais. Où voilà, ils défendent le plus haut niveau d'ambition possible, alors que voilà, d'autres acteurs, l'Allemagne, la France, mais pas seulement, parce que l'Italie et l'Espagne n'ont pas de loi nationale en place et sont tout à fait alignés, prennent un petit peu plus de réticence. Je finirai pour ensuite laisser place à la discussion et aux questions
en disant qu'avec les issues récentes du contentieux au niveau national français sur la loi de vigilance, suivi en parallèle avec les processus de négociation européens, j'espère que mes collègues ne m'en voudront pas quand je dis que cette directive et le contentieux national au niveau français met très clairement en lumière celles qui sont les faiblesses du texte français. Le texte français est un texte pionnier sans ombre de doute, mais c'est aussi un texte qui a d'importantes failles, mais j'ai envie de dire de façon tout à fait normale, c'est difficilement à la première tentative de légiférer quelque chose d'aussi vaste et d'aussi flou comme le devoir de vigilance qu'on n'aurait pu tout couvrir et tout prévoir. La directive telle qu'elle est aujourd'hui et telle qu'elle est objet de négociation au niveau européen offre des éléments de solution et des éléments de réponse à ce que sont les doutes présentés aujourd'hui par les juges français, ce qui, en tant que représentante de la société civile, me prône à dire voilà, la solution un petit peu aux failles du devoir de vigilance en France aussi peut aussi se trouver au niveau européen. Ensuite, à voir ce que le trilogue fera du texte. Merci. Merci beaucoup pour ce point très précieux sur l'état des lieux au niveau européen et sur les priorités de la société civile aussi dans le cadre de ces négociations. Nous avons maintenant un petit peu de temps pour un ou deux tours de questions. J'invite donc à la fois le public dans la salle et le public en ligne à se manifester. Voilà, si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, n'hésitez pas de lever la main, donc en ligne ou dans le public. Sinon, moi, j'ai plein de questions. Antoine Rocher. En attendant qu'éventuellement des gens interviennent en ligne ou ici dans la salle, je voulais remercier les trois intervenantes de cette présentation passionnante, et effectivement on rentre vraiment dans les débats voilà, alors qui ont présidé aux deux à la construction de ces deux lois, enfin en quelque sorte. Ce qu'on n'a pas complètement fait, et peut-être la discussion le permettra, c'est peut-être une comparaison quand même aussi un peu des deux lois, enfin de la directive, et c'est-à-dire où est-ce que, justement, par rapport à ce que vous disiez sur les limites de l'expérience française, donc d'abord peut-être d'une certaine manière, est-ce que, dans quelle mesure l'expérience française a été évaluée pendant le processus européen, et qu'est-ce qu'on en a, justement, dans quelle mesure on s'est positionné par rapport à cette histoire française pour construire autre chose. Donc, quels sont les écarts, en quelque sorte, par rapport à l'expérience française qui ont été construits, ou allemande, hein, puisque vous citiez aussi le cas allemand, il n'y a pas que la France dans cette histoire, effectivement. Ça, ce serait une première question. Alors, moi, j'ai une question aussi d'arrière-plan que j'arrive pas n'étant pas juriste moi-même, que j'arrive pas complètement à résoudre. Mais c'est quand même qui, à mon avis, est importante pour l'interprétation de ce que c'est que le devoir de vigilance. Qu'est-ce que c'est par rapport à la notion de compétence universelle? Alors, je sais que c'est du droit pénal, et là que c'est plutôt du droit civil, mais est-ce que le développement de ce devoir de vigilance n'est pas une sorte de pis-aller du relatif échec de l'entreprise de compétence universelle, qui pour le coup portait le juge pénal, et portait quelque chose qui était sans doute plus ambitieux. Donc, on le compare à la question, effectivement, vigilance versus compliance, mais est-ce que ce n'est pas aussi vigilance versus droit pénal international, je veux dire. Et dans quelle mesure cette solution-là n'est pas aussi une sorte de second best après des expériences qui ont visiblement plutôt échoué, donc comme une forme de dépénalisation, en quelque sorte, des atteintes aux droits humains. Et donc, dans ce sens-là, ça prendrait aussi un autre, on l'interpréterait sans doute peut-être un peu différemment. Et puis une question, enfin, c'est des questions qui s'adressent à vous toutes, hein, mais d'une certaine manière, oui, pour travailler sur la compliance, bon, est-ce qu'il pouvait en aller autrement de l'histoire française? Alors, c'est peut-être une facile histoire, c'est peut-être facile de le dire après le premier procès total, enfin la première instance, mais
Mais vu le déploiement de la compliance au même moment, qui en fait, c'est vraiment le moment de consolidation de cette compliance, c'est la loi Sapin 2, c'est et de professionnels de la compliance à tout bout de champ. Bon, est-ce que cette petite chose de la vigilance, qui est déjà ambiguë dans le texte de la loi elle-même, peut échapper en quelque sorte à cette grande machine de la compliance qui est devenue vraiment extrêmement puissant dans les cabinets d'avocats, dans les entreprises elles-mêmes, etc. Donc, quelle voie finale, ça c'est bon, c'est peut-être quel sentier, quel autre sentier aurait réellement pu être pris et quels acteurs auraient réellement pu se porter au soutien d'une autre voie? Voilà. Bon, c'est une question bien sûr un peu de politique fiction, mais ça permet peut-être de réfléchir au possible aussi à venir de cette loi européenne. Voilà, beaucoup de questions, désolé. Peut-être on peut en rajouter en ligne pour avoir un premier tour s'il y en a. Non, pas de questions d'autres. Non. Oui, bonsoir. Je suis Luca D'Ambrosio, je suis avocat et chercheur associé dans cette maison. J'ai eu la possibilité de travailler pas mal sur cette loi, sur ses origines, son application. Et voilà, j'aimerais bien tout d'abord rebondir sur la relation compliance-vigilance. Est-ce qu'il y a une autre manière d'envisager les choses? Mais je dirais oui, parce que beaucoup d'ordres juridiques qui ont introduit la conformité et la compliance dans le domaine pénal et de la responsabilité pénale des personnes morales, eh bien, ils arrivent à articuler des obligations de conformité avec un contrôle ex post du juge. Donc, je pense que ce qui se joue aujourd'hui, et Pauline Barraud de la Gerie l'a bien expliqué autour de la vigilance, c'est plutôt de mettre de côté le juge. Ce n'est pas seulement rabattre la vigilance sur la compliance, mais c'est de laisser la vigilance ou la compliance, ce serait juste une question d'étiquette, dans la sphère de l'autorégulation des entreprises et en laissant le plus possible en dehors de ce champ le juge. Et ce qui est assez frappant aujourd'hui en France, c'est qu'on assiste à un véritable déploiement de moyens qui sont assez transversaux, hein, qui traversent la doctrine, le monde de l'entreprise, et dont les juges sont aussi de quelque sorte partie prenante, parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se saisir et ils n'ont pas envie d'apprendre cet instrument, on dirait. Peut-être c'est encore tôt pour formuler un jugement définitif, mais les premières décisions, il y a aussi la décision Suez qui a été rendue il y a quelques jours, eh bien, semble effectivement témoigner de cette réticence du juge de dire, bon, ce n'est pas du tout de mon ressort, et on laisse tout cela donc entre les mains des entreprises et des grands cabinets d'avocats qui sont aussi très actifs justement dans cette opération de lobby très, très poussée et très intéressante à analyser d'un point de vue sociologique, un peu désespérante certes, mais c'est vraiment très intéressante à analyser de transformation de cette loi, je dirais, de processus qui vise à lui enlever un peu son esprit. Et donc, je viens aux questions, justement, je trouve très intéressante la perspective que vous avez adoptée aujourd'hui. Donc, nous voyons un peu les deux dynamiques, d'une part la judicialisation et de l'autre l'européanisation de cette loi, qui agissent comme un étau, justement, pour transformer, métamorphoser cette loi qui a certes pas mal de défauts, mais qui a quand même un esprit très fort et qui était très, très prometteur. Je parle au passé parce que je pense qu'aujourd'hui, effectivement, ces deux processus visent à saper l'esprit de cette loi. Et donc, j'aimerais bien avoir votre point de vue sur, et je pense notamment à Pauline Barraud de la Gerie, sur l'impact que la directive pourrait avoir sur la loi
française, donc dans le processus de mise en œuvre. Et d'autre part, pour Madame Lupin, c'est bien ça, donc, et de manière spéculaire, dans quelle mesure la directive pourrait répondre aux failles de la loi de devoir de vigilance? Parce que moi, pour l'instant, je vois plutôt une directive qui participe de ce mouvement de transformation de la loi de devoir de vigilance dans quelque chose de différent. Je pense à la vigilance climatique, à la distinction, par exemple, entre vigilance et vigilance climatique, avec des remèdes différents. Je pense encore à la distinction entre autorité compétente pour la conformité et autorité compétente pour la caractérisation de la responsabilité civile. Donc voilà, je vois plutôt je serais un peu moins optimiste que vous, mais j'aimerais bien avoir plus de détails sur cette articulation. Merci beaucoup. Question. Je propose donc à celle qui veut commencer de prendre la parole. Peut-être qu'on peut commencer par la fin même, si vous le souhaitez. C'est-à-dire comment, vous l'avez déjà un peu évoqué, Marion, comment est-ce que finalement la directive concrètement peut-elle répondre à des failles de la loi française, et quelles seraient les raisons pour être optimiste? Enfin, quel est un peu votre regard là-dessus, Marion et puis Pauline, par exemple. Merci. Non, alors c'est une très bonne question qui a plusieurs aspects. On va dire pour la version simple de la réponse, c'est la loi de devoir de vigilance français, c'est un paragraphe et demi, plus ou moins. C'est-à-dire, ce que je veux dire, c'est l'étendue de l'article du Code de commerce est relativement court. Cette directive, ce sont une trentaine d'articles et beaucoup de pages. Donc, au niveau, quand le juge des référés, je pense notamment à l'affaire Total Ouganda, dit qu'il lui manque les lignes directrices, qu'il lui manque les détails pour pouvoir effectivement appliquer les principes et les objectifs de la loi de devoir de vigilance, ça c'est quelque chose que ensuite de façon plus ou moins détaillée selon les différentes versions qu'on a sur la table en ce moment, mais le niveau de détail y est beaucoup plus approfondi. Notamment, je pense on ne dit pas juste les entreprises devront se doter d'un plan de vigilance, mais on va dans plus de détails à ce que ce plan doit contenir, comment est-ce qu'il doit être rédigé, la consultation des parties prenantes. Le Parlement propose un nouvel article en détaillant qui doivent être considérées les parties prenantes et comment elles doivent être consultées et quand. Donc voilà, d'un point de vue de ce qui, dans une hypothèse où le juge soit amené à décider si le plan est adéquat ou non, mis en place par l'entreprise, il y aurait beaucoup plus de détails et je cherche le mot en français, mais il ne me vient pas de guidance, juste pour l'orienter en disant oui, ce plan a été établi de façon qui respecte les objectifs, grosso modo, de celle qui était la directive, mais en réalité, de celle qui sera la loi de transposition, puisque c'est à ça que le juge doit s'en tenir de façon primaire. Vous avez évoqué le problème de la diligence climatique. C'est bien une grosse difficulté que pose cette directive, c'est-à-dire que souvent, on dit que cette directive couvre deux aspects principaux, les atteintes aux droits fondamentaux et les atteintes à l'environnement, mais la vérité, c'est qu'il y a un troisième aspect, qui est l'article 15 de la directive, qui prévoit effectivement aussi que les entreprises, de façon plus ou moins contraignante, là aussi cela dépend des versions des textes, mais mettent en place aussi des plans de transition climatique, des plans de transition énergétique, et qui mentionnent un petit peu en passant, afin d'être en ligne avec les objectifs de 1,5% degré de réchauffement selon les accords de Paris.
Le problème de cet article, c'est que, sauf en excluant la version du Parlement, ce n'est pas une véritable obligation contraignante. Quand on va lire la lettre du texte, il n'y a ni sanction ni obligation, et on le voit bien par le signal politique, mais pas que, qui a été envoyé par le Conseil, c'est-à-dire que le Conseil, dans sa version de la directive, va dire explicitement que l'autorité de surveillance, donc pas le juge, mais l'autorité administrative en charge de la mise en œuvre du devoir de vigilance, n'aura pas la compétence d'aller décider ou examiner si le plan de transition climatique, donc pas le plan de vigilance, mais si le plan de transition climatique a un caractère adéquat ou non. Ce qui, selon nous, bon, bien sûr, on a bien sûr décrié ce choix parce qu'il est en contradiction avec ce qui sont les objectifs de cette directive tels qu'ils sont énoncés par la Commission, c'est-à-dire notamment faire en sorte que les entreprises prennent des mesures adéquates afin de respecter leurs obligations. Or, on veut enlever à l'autorité de surveillance la possibilité de déterminer ce caractère adéquat ou non des plans de transition. Pour vous donner une possible interprétation ou une possible réponse à ces préoccupations, qui, je pense, correspond aussi au contentieux qu'on voit se multiplier en France sur la loi de vigilance française. J'ai un petit peu l'impression qu'avec ce devoir de vigilance qui est quelque chose d'énorme et révolutionnaire dans le droit, on a encore un petit peu une tendance à vouloir y attribuer un peu de tout. C'est-à-dire en disant les entreprises devront être responsables, doivent faire attention. On y met non seulement les droits fondamentaux, non seulement le respect de l'environnement, mais en plus de ça, l'aspect de la transition climatique qui est encore tout nouveau, qui doit encore se définir plus précisément au niveau législatif européen, et sur lequel, il faut se le dire, les acteurs étatiques et gouvernementaux sont les premiers à être réticents à agir. Donc, ouais, effectivement, cela peut être considéré comme un petit peu surprenant, le fait de dire « oh, on va faire en sorte que les entreprises réduisent leurs émissions », en leur attribuant un devoir de vigilance climatique aussi. Voilà, sur ça, je partage un petit peu les inquiétudes. Mais voilà, pour ce qui est de l'impact sur la loi de devoir de vigilance en général, il est quasiment certain, je ne veux pas trop m'avancer, mais peu importe le résultat des négociations, la loi sur le devoir de vigilance française devra être revue sur la base de ce que sera la version finale de la directive, parce qu'il y a tellement plus de détails, d'aspects techniques qui sont introduits par cette directive qu'il est absolument inenvisageable que la loi française reste telle qu'elle est en ce moment. Je pense, mon commentaire précédent était justement dit, ça serait, puisque révision, il devrait y avoir 2 ans après l'adoption de la directive, cela pourrait être l'occasion, justement, en revenant notamment sur les critiques qui sont faites par les juges du fonds français, ou le juge du référé aussi, voilà, sur le contenu de la loi, on va dire le manque de détails et de spécifications qu'on lamente dans la loi française. Un certain nombre de ces détails pourraient venir des débats européens et pourquoi pas aussi en prenant inspiration d'idées et de bonnes pratiques mises au niveau national par les autres pays européens. Pauline, est-ce que vous voulez répondre aussi à ces questions ? Alors, à cette question-là, peut-être pas, parce que je ne suis pas très à l'aise pour imaginer ce que l'avenir nous réserve. Mais par contre, plus pour répondre à l'autre question sur le retour en arrière. Est-ce qu'il pouvait en être autrement ? Alors, Luca, merci pour ta réponse, parce que je pense que voilà, je suis assez en ligne avec ce que tu as dit, mais pour en rajouter un peu une couche, oui, je pense qu'il pouvait en être autrement. Enfin, je pense que déjà, d'un point de vue méthodologique, je suis partie avec un principe de symétrie absolue, estimant, et en plus c'était assez facile parce que, en l'occurrence, la fin de l'histoire n'était pas jouée, en estimant que les 2 options étaient relativement ouvertes, et je pense qu'elles étaient relativement ouvertes. Relativement, c'est sûr que
la dynamique actuelle, elle est à la confluence d'intérêts d'entreprise, d'une frilosité des juges qui, du coup, s'engouffrent dans un cadre qui est plus confortable parce que ça leur évite d'avoir à prendre des décisions qui leur font peut-être un peu peur. Et voilà, et donc il y a effectivement un ensemble de dynamiques qui permettent de comprendre, et effectivement aussi des stratégies d'occupation de l'espace par la doctrine qui jouent aussi beaucoup. Donc, justement, je pense qu'il faut essayer de repérer tous ces mécanismes-là pour essayer de comprendre comment une autre voie aurait pu être possible et comment elle est peut-être encore possible. Alors, qui porte ces voies-là? Il y a évidemment les ONG, il y a de la doctrine qui n'est pas forcément de la doctrine militante. J'ai entendu il y a quelques semaines des commentaires qui rappelaient, alors dans des termes doctes, qui ne sont pas les miens, mais que voilà, le plan n'était que l'instrumentum d'une obligation de comportement. Enfin, et donc, il y a cette possibilité de rappeler un esprit de la loi qui met en son cœur une obligation de comportement et pas une obligation de rédaction de plan. Et ça, il y a un gros travail actuellement qui est porté là-dessus, avec voilà, un outillage doctrinal important et avec, y compris, recours, alors pareil, c'est émergent, mais on le voit dans le cas Total Climat qui a été évoqué, le recours aux exemples de ce qui a pu être fait ailleurs, et donc le cas de la décision sur Shell et dans le cas du contentieux avec Milieu Defensie est une arme. Donc voilà, Shell, pour le coup, aux Pays-Bas, il y a eu cette décision alors c'est encore une première instance. Voilà, tout n'est pas définitif, mais le courage, en gros, d'un juge d'aller jusqu'à condamner une entreprise multinationale pour des faits relativement comparables à ceux qui pourraient tomber sous le coup de devoir de vigilance. Donc voilà, je pense qu'il y a aujourd'hui, et effectivement, ça court peut-être un peu après une dynamique qui est déjà enclenchée de managérialisation de l'esprit de la loi, enfin de managérialisation de la loi, mais il y a quand même un travail actuellement en cours qui n'est pas minoritaire pour essayer de justement remettre en ordre de marche la mise en œuvre de la loi avec l'esprit initial, et ce à quoi d'ailleurs adhèrent pas mal d'acteurs. Après, la question, c'est voilà, qu'est-ce qu'on met en place pour rendre ça effectif. Donc, je pense que les choses, je pense que, en effet, il y avait des tendances lourdes qui agissaient sur la dynamique, mais je pense que les choses n'étaient pas jouées d'avance et qu'il y a encore une forme d'ouverture, d'où ce que je disais à la fin, une responsabilité aussi de la doctrine à jouer sa part dans ce processus-là, même si ce n'est pas le seul acteur dans ce jeu-là. Alors, moi, je ne sais pas si je vais réussir, je vais répondre à toutes tes questions, Antoine, mais peut-être dire que ce qu'on voit en ce moment, c'est que ce qui a rendu la loi sur le devoir de vigilance acceptable, en fait, c'est ce qui lui joue des tours aujourd'hui. C'est-à-dire, par exemple, cette attention portée sur le plan de vigilance, c'était quelque temps après la loi Sapin, et donc il y a eu les ONG, avec les députés, elles ont utilisé le fait qu'on l'a fait pour un domaine, on peut le faire pour un autre domaine. Et donc aujourd'hui, c'est ça que je trouve moi assez intéressant, c'est que les instruments de l'acceptabilité de la loi sont aujourd'hui les voies de son instrumentalisation en quelque sorte vers la compliance. Et alors, dans quelle mesure on peut y résister? Alors, il me semble que d'un certain point de vue, le débat européen est une chance. Alors, il est une chance pourquoi? Parce que on sait qu'en droit de l'Union, il y a toujours une affirmation très forte des objectifs. Or, en droit français, on a les objectifs qui ont été énoncés et discutés lors de l'élaboration, mais dans le texte final, comme vous l'avez dit, on n'a que 5 lignes
ou un peu plus dans le code de commerce, et après le dispositif vit de sa vie en quelque sorte en droit français. Or, la discussion des objectifs en droit de l'Union et ensuite le poids de ces objectifs dans l'interprétation ensuite qui sera faite, je pense que c'est une chance pour le dispositif, pour peut-être résister d'un certain point de vue à la voie de la compliance, parce que le préambule du texte européen et l'affirmation des objectifs en termes de droits sociaux, droits fondamentaux et d'environnement est très forte en droit de l'Union. Mais là aussi, le droit de l'Union est porteur aussi d'une ambivalence. C'est que quand même dans le texte, alors j'ai pas lu le texte consolidé final, donc qui n'est pas encore disponible, mais on voit aussi que, et c'est toujours le cas, qu'en matière que le texte du droit de l'Union est aussi porteur d'une autre logique, qui est celle de la construction du marché. Donc, on rappelle quand même plusieurs fois dans le texte l'impératif de construction du marché et de sécurité juridique pour les entreprises. Et ça, moi, alors, c'est peut-être parce que ma spécialité d'origine, c'est le droit du travail, et que le droit du travail a été littéralement torpillé sous l'effet de l'impératif de sécurité juridique. D'accord, c'est ce qui a détruit le droit du travail depuis 10 ans. Donc, cette prégnance de l'impératif de sécurité juridique me fait très peur, dans le sens où l'impératif de sécurité juridique, en général, ça débouche sur deux types de dispositifs, soit des dispositifs très précis qui sont faciles à contourner, soit des dispositifs incitatifs qui ne laissent pas de place au juge. Donc, la place de l'impératif de sécurité juridique dans le discours européen et qui va avec la construction, l'objectif de construction du marché, donc, pour moi, le droit de l'Union, il est à la fois porteur d'une chance de réaffirmation des objectifs et peut-être aussi de place pour une interprétation téléologique qui peut être, à mon sens, un contre-feu à l'absorption par la compliance, mais il y a cet impératif de sécurité juridique qui est porteur d'autres dangers, et notamment la place donnée aux autorités de contrôle, dont on peut craindre que, là encore, elles constituent un rempart à franchir, un muret en tout cas à franchir, et on ne sait pas exactement la taille du mur, pour atteindre le juge. Donc, et sachant qu'en plus, le juge est vu comme le plus grand facteur d'insécurité juridique. Donc, tout ça, mis bout à bout, je vois dans le texte européen une chance, mais voilà, la place de l'impératif de sécurité juridique me fait un peu peur. Et puis, peut-être une autre remarque, simplement pour répondre rapidement, Antoine, sur la compétence universelle. En fait, la principale vraiment motivation de départ était tellement l'indemnisation des victimes que je ne pense pas qu'on se soit vraiment placé par opposition, contraste avec la tentative de compétence universelle. Vraiment, je me souviens des premières réunions de discussion, c'était vraiment l'objectif de départ. Et une dernière remarque qui rejoint ce que tu disais sur la différence entre obligation de comportement et obligation de rédaction de plan, en quelque sorte. Je crois que l'objectif à terme, c'est, comme le titre de la conférence d'aujourd'hui le dit, c'est de discipliner les chaînes de valeur ou les chaînes d'approvisionnement. On ne va pas rentrer dans le débat. C'est surtout de les changer. C'est surtout de les changer. C'est surtout de faire en sorte qu'il y ait une réinternalisation de certaines étapes de la chaîne, de sorte que l'entreprise, la société dominante ne puisse pas dire je ne suis pas responsable parce que je ne peux pas être responsable. Vous ne pouvez pas me rendre responsable de ce qu'a fait un sous-traitant de rang 4. L'objectif à terme, c'est vraiment de changer les chaînes de valeur. C'est un objectif à vraiment à moyen terme. Mais je pense que, prise au sérieux, l'obligation de vigilance, qu'elle soit nationale ou européenne, finalement, c'est de changer
de modifier les chaînes de valeur. On en est très loin, hein, mais c'est finalement ça, à mon sens, l'objectif. Merci pour vos réponses. C'est aussi une question sur laquelle on sera obligé de clore cette table ronde. Une question clé, effectivement, je pense aussi, c'est-à-dire celle des impacts que ces nouvelles pièces de législation peuvent avoir concrètement sur les rapports entre les sociétés mères et les donneurs d'ordre et des sous-traitants, des fournisseurs à l'autre bout du monde, etc., dans un contexte où, par ailleurs, il y a de plus en plus de travaux pointant sur les transformations de l'économie mondialisée en tant que telle et sur des transformations, par ailleurs, de ces chaînes d'approvisionnement. Merci donc de votre intérêt, de votre participation. Je vous invite à suivre l'actualité et l'agenda du GIS Eurolab qui prépare d'autres débats sur d'autres thèmes d'actualité pendant l'année académique à venir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir.